Bienvenue dans cette exploration de la riche histoire et de la lutte continue du peuple Oromo. Pour vraiment comprendre leur combat pour la liberté, nous devons d'abord examiner les structures coloniales qui ont façonné leur passé et continuent de définir leur présent. Alors que le colonialisme est souvent associé à l'expansion européenne en Afrique et en Asie, il a également existé en Éthiopie sous la forme du colonialisme abyssin. Ce système de domination a subjugué les Oromos et d'autres nations autochtones pendant plus d'un siècle. Ce documentaire explore les racines historiques du colonialisme abyssin et son impact durable sur la nation Oromo. Nous explorerons les dimensions politiques, économiques, sociales et psychologiques de cette domination coloniale. Et nous examinerons la résilience du peuple Oromo dans sa quête d'autodétermination. En retraçant l'évolution de leur lutte, des premiers mouvements de résistance à l'essor des mouvements nationalistes modernes et du soulèvement Kero mené par les jeunes. Nous dévoilerons l'esprit indomptable d'un peuple déterminé à reconquérir son identité et à affirmer ses droits. Rejoignez-nous pour retracer le passé, analyser le présent et envisager un avenir où la justice et la liberté seront pleinement réalisées pour la nation Oromo. Le colonialisme est une pratique par laquelle une nation puissante établit un contrôle sur un territoire étranger, exploitant ses ressources et sa population au profit du colonisateur. Ce contrôle peut se manifester sous diverses formes, y compris la gouvernance directe, la domination économique et l'imposition culturelle. Le processus implique souvent l'assujettissement et la marginalisation des populations locales, entraînant des perturbations importantes dans les cultures, les structures sociales et les économies autochtones. Historiquement, le colonialisme est le plus souvent associé aux puissances européennes telles que la Grande-Bretagne, la France et l'Espagne. Ces nations ont étendu leurs empires à travers l'Afrique, l'Asie et les Amériques du XVe au XXe siècle. Ces entreprises coloniales étaient motivées par une combinaison d'intérêts économiques, de considérations stratégiques et d'une croyance en la supériorité culturelle des colonisateurs. Cependant, le colonialisme ne se limite pas au passé ni aux seules puissances européennes. Des formes modernes de colonialisme peuvent être observées au sein des États contemporains, où des groupes dominants imposent leur volonté aux communautés marginalisées. Un exemple de ceci est le colonialisme abyssin en Éthiopie. Nous allons voir en détail ci-dessous comment le colonialisme abyssin a imposé des règles et des politiques tacites qui marginalisent les populations autochtones, perpétuant les inégalités sociales et économiques. Le script est complet, fluide et cohérent. Il définit efficacement le colonialisme, fournit un contexte historique et relie les pratiques passées à des exemples modernes, maintenant une progression logique tout au long. Pour bien saisir la profondeur de la lutte Oromo, il est essentiel de comprendre les différentes formes et méthodes du colonialisme, ainsi que les règles tacites qui les régissaient. Chaque forme et méthode de colonialisme a façonné de manière unique les expériences des nations colonisées, suivant souvent des lignes directrices non écrites. Premièrement, le colonialisme de peuplement implique l'établissement de colonies permanentes, déplaçant les populations indigènes. Une règle tacite était de revendiquer la terre comme vide ou inutilisée. Cette forme était répandue dans les Amériques et en Australie, conduisant à la quasi-extinction des cultures et des sociétés autochtones. Deuxièmement, le colonialisme d'exploitation se concentre sur l'extraction des ressources sans établissement significatif. La règle tacite était de maximiser les profits tout en minimisant les investissements dans la population locale. Cette méthode repose fortement sur le travail forcé et a été notamment observée au Congo sous la domination belge. Troisièmement, le colonialisme interne est une autre forme, où un groupe national ou politique dominant au sein d'une région soumet d'autres groupes. La règle tacite était de maintenir le contrôle par la marginalisation systémique. Ceci est particulièrement pertinent pour notre discussion sur le colonialisme abyssin, où le régime abyssin a annexé de force ces nations voisines et a soumis des nations telles que les Oromo, les Sidama, les Wolaïta et bien d'autres. Quatrièmement, le néocolonialisme représente une forme de contrôle plus moderne, où la domination économique et politique persiste même après l'indépendance formelle. La règle tacite ici est de maintenir l'influence par le biais de dépendance économique.
Ceci est souvent réalisé par le biais de sociétés multinationales et de la dépendance à l'aide étrangère, garantissant que les anciennes colonies restent économiquement dépendantes de leurs anciens colonisateurs. Comprendre ces formes de colonialisme et leurs règles tacites nous aide à avoir une vision plus large de la manière dont la domination et l'exploitation ont été systématiquement appliquées, façonnant les paysages sociopolitiques des régions colonisées. L'héritage persistant du colonialisme est évident dans le paysage post-colonial, alors que les nations colonisées continuent de lutter avec ses conséquences à long terme. Des règles tacites, souvent imposées par les puissances coloniales, ont laissé une empreinte durable sur ces sociétés. Politiquement, la domination coloniale a démantelé les structures de gouvernance indigène, conduisant à des États-nations faibles qui ont hérité d'un héritage autoritaire. Ces règles tacites de gouvernance ont perpétué l'instabilité. Économiquement, l'exploitation coloniale a laissé de nombreux pays africains dépendants de l'extraction des ressources et des fluctuations du marché mondial, favorisant le sous-développement et la vulnérabilité économique. La règle tacite de la dépendance économique continue d'entraver le progrès. Socialement, les colonisateurs ont imposé leur langue, leur religion et leurs normes culturelles, conduisant à une aliénation culturelle et à l'érosion des savoirs indigènes. Ces règles culturelles tacites ont profondément affecté l'identité et le patrimoine. Psychologiquement, les sujets coloniaux étaient souvent endoctrinés avec des complexes d'infériorité, intériorisant des idéologies racistes qui dévalorisaient leur culture. La règle tacite de la hiérarchie raciale a eu un impact psychologique durable. L'impact du colonialisme sur les nations colonisées est profond et durable, notamment perte de souveraineté. Les structures de gouvernance traditionnelles ont été démantelées et remplacées par des systèmes étrangers qui excluaient souvent la participation indigène. États-nations faibles. Les frontières postcoloniales ont ignoré les réalités ethno-linguistiques, conduisant à l'instabilité et au conflit. Héritage autoritaire. De nombreux pays africains ont hérité de structures administratives coloniales oppressives qui se sont maintenues après l'indépendance. Extraction des ressources. Les économies africaines ont été structurées pour servir l'industrialisation européenne avec peu d'investissement dans le développement local. Dépendance à la monoculture. Les économies colonisées ont été contraintes à une dépendance à une seule culture ou à une seule ressource, les rendant vulnérables aux fluctuations du marché mondial. Sous-développement. Les politiques coloniales ont entravé l'industrialisation, maintenant l'Afrique dépendante des économies occidentales. Érosion des savoirs indigènes. L'éducation traditionnelle, la médecine et la gouvernance ont été dévalorisées et remplacées par des modèles européens. Aliénation culturelle. Les langues, les religions et les modes de vie européens ont été imposés, conduisant à des crises d'identité. Conflits ethno-linguistiques. Les puissances coloniales ont créé des divisions et des hiérarchies artificielles entre les groupes, favorisant les tensions post-indépendance. Complexe d'infériorité. Les personnes colonisées étaient souvent soumises à des idéologies racistes qui les dépeignaient comme inférieures. Vision du monde occidentalo-centré. L'idée que le progrès est défini par les valeurs occidentales continue de façonner les modèles de développement post-coloniaux. Pour le peuple Oromo, le colonialisme s'est manifesté d'une manière spécifique et profonde, à travers le colonialisme perpétué par les dirigeants abyssins, en particulier à partir de la fin du XIXe siècle. Comprendre ces impacts est crucial pour reconnaître les défis auxquels sont confrontés les Oromos et les autres nations colonisées, dans leur quête d'autodétermination et de libération. La section suivante approfondira les luttes spécifiques du peuple Oromo et la façon dont le colonialisme abyssin a façonné leur combat pour la liberté. Le colonialisme abyssin désigne l'assujettissement et l'exploitation systématique des Oromos et d'autres groupes. Cela a commencé à la fin du XIXe siècle avec la conquête brutale de l'Oromia par Ménélique II grâce aux armes et au soutien européen. Les Oromos ont été soumis à, premièrement, expropriation des terres. Les terres Oromos ont été saisies et données aux colons abyssins, perturbant les pratiques agricoles et les moyens de subsistance traditionnels. Deuxièmement, suppression culturelle. L'Afaan Oromo, la langue Oromo, a été interdite, et les pratiques religieuses Oromos ont été supprimées.
remplacée par l'imposition de l'Amérique et du christianisme orthodoxe. Troisièmement, marginalisation politique. Les Oromos ont été exclus de la gouvernance, le système traditionnel Gadaa étant sapé par les dirigeants abyssins. Quatrièmement, exploitation économique. Les vastes ressources naturelles de l'Oromia, telles que le café, l'or et le bétail, ont été exploitées sans bénéficier à la population locale. Cinquièmement, violence et répression. Les soulèvements et la résistance ont été accueillis par une répression brutale, comme les massacres d'Anol et de Chalanco. La nature coloniale du régime abyssin se poursuit aujourd'hui, le gouvernement éthiopien restant déterminé à maintenir son contrôle sur l'Oromia et d'autres régions marginalisées. Bien que les colonialismes européens et abyssiniens partagent des similitudes dans leur nature oppressive et exploiteuse, ils diffèrent considérablement dans leur méthode, leur portée et leur impact. Voici une comparaison détaillée de 7 différences clés entre les deux systèmes coloniaux. 1. Portée géographique. Les puissances européennes, telles que la Grande-Bretagne, la France, le Portugal, la Belgique et l'Espagne, ont étendu leur domination coloniale sur de vastes territoires en Afrique, en Asie et en Amérique. Le colonialisme abyssinien était confiné à la Corne de l'Afrique, occupant diverses nations telles que l'Oromia, le Sidama et le Wolaïta. 2. Justification raciale. Les puissances coloniales européennes s'appuyaient sur le racisme scientifique pour justifier la supériorité blanche. Les dirigeants abyssiniens justifiaient leur expansion par la supériorité ethnique et religieuse. 3. Objectif économique. Le colonialisme européen était axé sur l'extraction des ressources et les réseaux commerciaux mondiaux. Le colonialisme abyssinien reposait sur la saisie des terres, le travail forcé et l'exploitation féodale. 4. Impact culturel. Les puissances européennes ont imposé leur langue, leur religion et leurs systèmes éducatifs aux colonisés. Les dirigeants abyssiniens ont imposé la langue amharique, le christianisme orthodoxe et la culture abyssine. 5. Gouvernance. Les puissances européennes ont adopté différents modèles de gouvernance en fonction de leurs intérêts stratégiques. Le régime colonial abyssinien était caractérisé par l'occupation militaire et un contrôle autoritaire centralisé. 6. Transfert de connaissances et de technologies. Le colonialisme européen a facilité le transfert de connaissances et de technologies, bien qu'exploiteur. Le colonialisme abyssinien n'a offert aucun transfert de connaissances, n'apportant rien d'autre que la domination militaire et l'impôt. 7. Fin du colonialisme. La plupart des colonies européennes ont accédé à l'indépendance au XXe siècle grâce à des luttes anticoloniales. La domination coloniale abyssine n'a pas pris fin, des nations comme l'Oromia étant toujours sous domination éthiopienne. En résumé, bien que les colonialismes européens et abyssiniens partagent des caractéristiques fondamentales de domination et d'exploitation, leurs méthodes et leurs impacts diffèrent considérablement. La lutte contre le colonialisme abyssinien reste non résolue, ce qui en fait un cas unique de système colonial en cours dans le monde moderne. Le peuple Oromo a mené une longue lutte pour la liberté, recherchant l'autodétermination, le renouveau culturel et l'indépendance économique face à la domination coloniale abyssine. Cette lutte a évolué à travers plusieurs phases, façonnée par la résistance, l'activisme politique et la mobilisation de masse. Suite à la conquête de l'Oromia par Ménélik II à la fin du XIXe siècle, diverses régions oromos ont opposé une résistance sporadique, bien qu'elles aient finalement été soumises par la puissance de feu supérieure des forces abyssines. Le système Naftenia Gabar a forcé les paysans oromos à la servitude sous les colons abyssins, perturbant les structures sociales oromos et imposant un système foncier oppressif. Malgré l'assujettissement brutal, la résistance localisée s'est poursuivie par la guérilla et les efforts de préservation culturelle. Les années 1960 ont vu l'émergence d'un mouvement nationaliste avec des intellectuels et des militants commençant à articuler l'identité Oromo et à exiger l'autonomie. L'association Mesha Tulama, fondée au début des années 1960, a joué un rôle crucial dans la mobilisation de la conscience Oromo et la défense des droits socio-économiques du peuple Oromo.
Cependant, ces activités ont rapidement été interdites par le régime impérial. La formation du Front de Libération Oromo, FLO, en 1973, a marqué la formalisation de la lutte de libération Oromo. Le FLO a articulé une vision pour une Oromia indépendante et s'est engagé dans la lutte armée contre les régimes éthiopiens successifs. Malgré la répression féroce du régime Derg, 1974-1991, le nationalisme Oromo a gagné du terrain grâce à l'organisation politique clandestine, à la prolifération de la littérature en langue Oromo et à la résistance militaire dans les zones rurales. La chute du Derg en 1991 a ouvert une fenêtre d'opportunité pour les acteurs politiques Oromos. L'effondrement du Derg en 1991 a conduit à la formation du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, FDRPE, une coalition dans laquelle le Front de libération du peuple du Tigré, FLPT, était la force dominante. Le FLO a participé au gouvernement de transition, mais s'est rapidement heurté au FDRPE sur les questions de domination politique et de droit à l'autodétermination. En 1992, le FLO a été forcé à l'exil à la suite d'affrontements militaires, ce qui a conduit à une période de marginalisation politique. Malgré ce revers, l'activisme politique Oromo s'est poursuivi par la lutte armée et l'opposition légale. La création de l'État régional d'Oromia, dans le cadre du système fédéral éthiopien ethno-linguistique, a accordé une reconnaissance nominale de l'identité Oromo, mais ne s'est pas traduite par une véritable autonomie. Le FDRPE, au pouvoir, contrôlait étroitement la gouvernance régionale, réprimait la dissidence et maintenait la domination abyssine de facto. De la fin des années 1990 au début des années 2010, divers partis politiques Oromos, tels que le Mouvement démocratique fédéraliste Oromo, MDFO, et le Congrès du peuple Oromo, CPO, ont cherché un espace politique au sein du système électoral restreint de l'Éthiopie. Cependant, la répression systémique, la fraude électorale et les arrestations massives de dirigeants de l'opposition Oromo ont limité toute participation significative. Pendant cette période, le peuple Oromo est resté politiquement marginalisé, même si les droits culturels et linguistiques ont connu des progrès limités avec la prolifération des médias et des établissements d'enseignement en langue Afaan Oromo. Les manifestations Oromos de 2014-2018 menées par le Kiru, mouvement de la jeunesse Oromo, ont marqué un tournant important dans la lutte. Les manifestations, initialement déclenchées par le plan directeur d'Addis Abeba, qui menaçait de déplacer les agriculteurs Oromos, se sont rapidement transformées en un mouvement plus large contre la répression politique et la marginalisation économique. Mobilisant des millions de personnes à travers l'Oromia, les manifestations ont fait pression sur le gouvernement éthiopien, conduisant à la démission du Premier ministre Haile Mariam Desalegn en 2018. L'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed, d'origine Oromo, a d'abord été perçue comme une victoire pour la lutte Oromo. Cependant, son mandat a été caractérisé par une consolidation du pouvoir, une répression des organisations politiques Oromos et la suppression de la dissidence. L'emprisonnement continu des dirigeants de l'opposition Oromo, les campagnes militaires en Oromia et le démantèlement des structures fédéralistes ont conduit beaucoup à considérer sa direction comme une trahison des aspirations Oromos. Aujourd'hui, la lutte Oromo reste sans solution, avec une résistance politique et armée continue contre le gouvernement central. Le mouvement continue d'évoluer, s'adaptant aux nouvelles réalités politiques, tout en maintenant ses revendications fondamentales d'autodétermination, de justice et de fin de la domination abyssine. Malgré la répression continue, la lutte Oromo a obtenu des gains significatifs, façonnant le paysage sociopolitique et culturel de l'Éthiopie et au-delà. Ces réalisations témoignent de la résilience du peuple Oromo dans sa quête d'autodétermination, de justice et d'égalité. L'une des victoires les plus significatives de la lutte Oromo a été la renaissance et la reconnaissance de l'identité Oromo. L'Afaan Oromo, autrefois interdit d'usage officiel, est désormais reconnue comme l'une des langues de travail de l'Éthiopie. Elle a été adoptée comme langue officielle de l'Oromia et est de plus en plus utilisée au sein du gouvernement, des médias et de l'éducation. De plus, les institutions culturelles, les traditions et les célébrations Oromos ont été revitalisées, renforçant un fort sentiment d'identité. Le festival annuel d'Iresha, historiquement réprimé,
a retrouvé sa place, attirant des millions de participants. La musique, la littérature et les médias oromos ont prospéré, consolidant davantage la renaissance culturelle de la nation oromo. La lutte oromo a également réalisé des gains politiques importants, notamment grâce à la mobilisation populaire. Le mouvement Keru, composé principalement de jeunes oromos, a joué un rôle central dans le démantèlement des structures politiques enracinées du régime du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, FDRPE. De 2014 à 2018, les manifestations soutenues organisées par le Keru ont forcé le gouvernement éthiopien à entreprendre des réformes politiques majeures. Les partis politiques oromos ont gagné en visibilité malgré la répression systémique. Bien que des défis persistent, la lutte oromo a démontré que le peuple d'Oromia peut s'organiser, résister et influencer efficacement la dynamique politique nationale. La cause oromo a attiré l'attention internationale, en grande partie grâce à la diaspora oromo. Les militants, les universitaires et les groupes de défense des droits ont joué un rôle crucial dans la sensibilisation aux violations des droits humains et à la marginalisation politique du peuple oromo. Les organisations internationales de défense des droits humains ont documenté et rapporté la répression du gouvernement éthiopien, ce qui a conduit à un examen plus approfondi de la situation à l'échelle mondiale. Les communautés de la diaspora ont également fait pression avec succès sur les gouvernements étrangers et les organisations internationales pour qu'ils reconnaissent et s'attaquent au sort du peuple oromo. Le plaidoyer oromo a mené à des discussions au sein d'instances telles que les Nations Unies, le Congrès américain et le Parlement européen, rendant la lutte plus visible sur la scène mondiale. Le progrès économique a été un autre gain crucial de la lutte oromo. Au cours des dernières décennies, des entreprises, des coopératives et des institutions financières oromos ont émergé, contribuant à réduire la dépendance à l'égard de l'État éthiopien. La création d'institutions financières telles que la Banque coopérative d'Oromia et la Banque internationale d'Oromia a offert des opportunités économiques aux entrepreneurs et aux communautés oromos. La croissance du commerce au sein de l'Oromia a également contribué à l'autonomisation économique du peuple oromo. Les progrès agricoles et les investissements dans les industries locales ont renforcé l'autosuffisance économique. Malgré les défis structurels persistants, ces développements signalent une évolution vers une plus grande indépendance économique pour la nation oromo. Alors que la lutte pour l'autodétermination et la justice continue, le mouvement oromo a réalisé des gains significatifs en matière de renaissance culturelle, de mobilisation politique, de reconnaissance internationale et d'autonomisation économique. Ces réalisations témoignent de la résilience et de la détermination du peuple oromo à revendiquer ses droits et à façonner son avenir. Cependant, la lutte pour une pleine autonomie politique et économique reste en cours, exigeant une vigilance, une organisation et un plaidoyer continu. Malgré des avancées significatives, le peuple oromo continue de faire face à de nombreux défis dans sa quête de liberté, d'autodétermination et de justice. Ces défis découlent de la répression politique systémique, de l'exploitation économique, de la violence étatique et des divisions internes. L'État éthiopien réprime systématiquement la participation politique des oromos. Les dirigeants et les militants oromos sont fréquemment arrêtés, emprisonnés ou assassinés sous de fausses accusations. Les organisations politiques qui défendent l'autodétermination des oromos sont constamment réprimées. Les élections en Éthiopie ne sont ni libres ni équitables, les partis oromos étant systématiquement mis à l'écart. La censure généralisée et la surveillance des militants sapent davantage la capacité du peuple oromo à exprimer ses revendications. Le gouvernement éthiopien utilise la force militaire pour réprimer la résistance oromo, en particulier dans les zones rurales d'Oromia. Les informations faisant état d'exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées et de répression violente contre des manifestations pacifiques sont nombreuses. Les opérations militaires visant les communautés oromos ont entraîné le déplacement de milliers de personnes. L'Oromia, la région la plus vaste et la plus riche en ressources d'Éthiopie, reste économiquement marginalisée. Malgré ces vastes ressources, les bénéfices profitent principalement à l'État éthiopien et aux entreprises étrangères.
l'accaparement des terres par des investisseurs soutenus par le gouvernement a déplacé d'innombrables agriculteurs oromos. Le régime éthiopien exploite depuis longtemps les divisions au sein du mouvement nationaliste oromo. Les divergences d'idéologie et de stratégie ont créé une fragmentation, réduisant l'efficacité du mouvement. L'État éthiopien exerce un contrôle important sur les récits médiatiques, réduisant au silence les voix oromos indépendantes. Les médias oromos sont confrontés à la censure, aux fermetures et aux attaques ciblées contre les journalistes. Les coupures d'Internet et les restrictions de communication empêchent la diffusion d'informations sur les violences étatiques. Les médias contrôlés par l'État présentent les revendications oromos comme des menaces extrémistes, alimentant des campagnes de désinformation. Ces défis soulignent l'enracinement de l'héritage colonial de l'Éthiopie sur l'Oromia. Surmonter ces défis exige une résistance soutenue, une unité stratégique et un plaidoyer international continu. La lutte pour la liberté du peuple oromo est en cours, et plusieurs stratégies doivent être poursuivies pour parvenir à la pleine souveraineté, à l'indépendance économique et au renouveau culturel. Une approche bien coordonnée et multidimensionnelle est nécessaire pour démanteler les structures du colonialisme abyssin et ouvrir la voie à un avenir autodéterminé pour le peuple oromo. Un des besoins les plus urgents de la lutte oromo est la consolidation de l'unité politique parmi les forces nationalistes. Il est crucial de construire un front uni qui englobe diverses approches de l'autodétermination, y compris la résistance armée, la diplomatie et la participation électorale. L'indépendance économique est essentielle pour briser les chaînes de la domination coloniale. L'Oromia est dotée de vastes ressources naturelles, mais les bénéfices de ces ressources ont historiquement profité à l'État éthiopien et aux entreprises étrangères plutôt qu'au peuple oromo. Établir et renforcer les institutions financières, les coopératives et les industries appartenant à des oromos garantira que la richesse générée en Oromia profite à sa population. Développer des pratiques agricoles durables, investir dans la technologie et les infrastructures, et promouvoir des réseaux commerciaux qui privilégient les entreprises oromos renforceront l'autosuffisance. La préservation et la promotion de la culture et de l'identité oromos sont fondamentales pour parvenir à une véritable souveraineté. Développer les programmes d'enseignement de l'Afaan Oromo, de l'école primaire à l'université, garantira que les générations futures seront éduquées dans leur langue maternelle et leur histoire. Revitaliser les pratiques culturelles oromos, y compris le système Gadaa, les célébrations de l'Irecha et les mécanismes autochtones de résolution des conflits, renforcera la cohésion sociale et l'identité nationale. Le renforcement des mouvements locaux, en particulier le mouvement Keru, reste essentiel pour résister à l'oppression de l'État éthiopien. La jeunesse oromo a démontré sa capacité à mobiliser des millions de personnes et à influencer le changement politique. Renforcer leur réseau, fournir des ressources et développer des stratégies de désobéissance civile soutenues affaiblira l'emprise de l'État éthiopien sur l'Oromia. S'engager auprès des institutions internationales, telles que les Nations Unies, l'Union africaine et les organisations de défense des droits de l'homme, est nécessaire pour attirer l'attention du monde entier sur la lutte des oromos. Documenter et dénoncer les violations des droits de l'homme commises par l'État éthiopien permettra d'accroître la pression internationale en faveur de la responsabilité et de la réforme. Dispersée à travers le monde en raison de persécutions politiques et de difficultés économiques, la diaspora oromo est devenue une force cruciale dans la lutte pour la liberté et la justice du peuple oromo. Bien que géographiquement éloignée de sa patrie, la diaspora reste profondément engagée dans la cause par le biais du plaidoyer, de la diplomatie, des contributions financières et de la préservation culturelle. Leurs efforts collectifs amplifient les voix des opprimés et soutiennent la résilience du peuple oromo. L'un des rôles les plus importants de la diaspora oromo est de sensibiliser le monde à l'oppression du peuple oromo. Grâce à des manifestations organisées, à l'engagement médiatique et aux efforts de lobbying, ils attirent l'attention internationale sur des questions telles que la violence d'État et les violations des droits de l'homme. Les organisations de défense des droits basées sur la diaspora
travaille sans relâche pour informer les décideurs politiques et les organisations internationales des injustices en cours en Oromia. Ces efforts contribuent à faire pression sur les gouvernements influents et les institutions mondiales pour qu'ils tiennent le régime éthiopien responsable. De plus, la diaspora s'engage activement dans des efforts diplomatiques pour construire des alliances avec d'autres nations opprimées et des acteurs internationaux sympathisant à leur cause. Les contributions financières de la diaspora Oromo jouent un rôle essentiel dans le soutien au mouvement pour la liberté. De nombreux expatriés Oromo envoient des fonds pour soutenir leurs familles, mais au-delà de cela, ils financent également des organisations politiques et des initiatives humanitaires. Cette aide économique permet aux militants sur le terrain de poursuivre leurs efforts de résistance. Outre l'aide financière directe, la diaspora investit dans des projets de développement communautaire qui renforcent l'autonomie économique en Oromia. La diaspora Oromo joue également un rôle déterminant dans la préservation et la promotion de la culture, de la langue et des traditions Oromo. La survie culturelle est essentielle à la lutte plus large pour l'autodétermination, car elle favorise un fort sentiment d'identité et d'unité parmi le peuple Oromo. En organisant des célébrations de l'Ireshaa et des programmes d'enseignement de la langue, la diaspora veille à ce que les jeunes générations restent connectées à leur patrimoine. Les plateformes médiatiques Oromo servent d'outils essentiels pour contrer la désinformation et donner une voix à la lutte Oromo. Les intellectuels Oromo de la diaspora jouent un rôle crucial dans l'orientation idéologique et stratégique de la lutte pour la liberté du peuple Oromo. Libérés des restrictions imposées par les régimes oppressifs, ils ont la liberté de formuler des idées et de contribuer au discours politique sans crainte de répression. Leurs recherches et leurs travaux universitaires fournissent des informations précieuses sur les injustices historiques et les voies vers l'autodétermination. Par le biais de publications académiques et de conférences, ils proposent des solutions concrètes et documentées sur la justice transitionnelle et la gouvernance démocratique. Au-delà du plaidoyer et du soutien financier, la diaspora Oromo participe activement à imaginer et à planifier une Oromia souveraine. Les intellectuels et les militants de la diaspora contribuent au discours politique et à la planification stratégique visant à trouver des solutions à long terme pour le peuple Oromo. En résumé, la diaspora Oromo est une force indispensable dans la lutte pour la liberté et la souveraineté. Leurs efforts de plaidoyer attirent l'attention internationale sur le sort du peuple Oromo, leurs contributions économiques soutiennent les efforts de résistance et leurs initiatives de préservation culturelle renforcent l'identité nationale. En tirant parti de son influence collective au-delà des frontières, la diaspora Oromo continue de jouer un rôle vital dans la poursuite de la justice et de la liberté durable pour la nation Oromo. La lutte incessante du peuple Oromo témoigne de sa résilience face au colonialisme et à l'oppression systémique. Le régime colonial abyssin a longtemps cherché à supprimer l'identité Oromo, à exploiter ses ressources et à lui refuser l'autodétermination. Cependant, grâce à une résistance soutenue, allant des premiers soulèvements contre Ménélik II au mouvement Kero des temps modernes, les Oromos n'ont cessé de lutter pour reconquérir leurs droits et affirmer leur autonomie politique. Malgré la répression brutale, la marginalisation politique et l'exploitation économique auxquelles ils sont confrontés, les Oromos ont réalisé des progrès significatifs. La renaissance de l'Afa'an Oromo en tant que langue reconnue et la visibilité accrue des mouvements politiques Oromos sont des étapes importantes dans cette longue lutte. Le mouvement Kero a démontré la puissance de la résistance organisée, forçant des changements politiques au plus haut niveau du gouvernement éthiopien. Cependant, ces acquis restent fragiles, car l'État éthiopien continue d'employer la force militaire et la répression systémique pour maintenir son contrôle sur l'Oromia. La voie vers une véritable libération des Oromos exige des efforts soutenus sur plusieurs fronts. L'unité politique entre les groupes nationalistes Oromos est essentielle à la construction d'un mouvement fort et coordonné. Le rôle de la diaspora Oromo reste crucial pour amplifier la lutte sur la scène internationale. Par le biais du plaidoyer et des contributions financières, la diaspora continue d'attirer l'attention du monde entier sur le sort du peuple Oromo. En fin de compte,
La lutte des Oromos vise à rétablir la dignité, la justice et l'autodétermination. Malgré la persistance des défis, l'esprit inébranlable du peuple Oromo garantit que son chemin vers la liberté se poursuit. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu instructif sur la lutte, l'histoire et la culture des Oromos.